Donc, c'est parti. Bienvenue à notre premier cours magistral sur les diagrammes UML. Donc, juste se rappeler un petit peu, le UML, c'est le Unified Modeling Language. Donc, c'est un langage de modélisation. Le principe de la modélisation, hein, ça le dit dans son nom, ça modélise. Ça prend une réalité, ça prend une problématique, ça prend un programme, puis ça en fait un modèle, ça en fait une représentation qui est habituellement plus facile pour des êtres humains à se poser des questions sur est-ce que c'est fait de la bonne manière? Est-ce que ça répond à tous nos besoins? Donc, le but de la modélisation, c'est vraiment d'être capable de représenter d'une manière qui est plus conviviale que de juste le faire un programme ou de résoudre un problème, puis qu'on soit capable de discuter autour de ce modèle-là pour être capable de l'améliorer, pour être capable de spécifier s'il y a des lacunes, pour être capable de bien identifier possiblement d'autres problématiques ou d'autres choses qu'il va falloir faire dans l'élaboration d'une solution. Donc, c'est quelque chose qui va venir souvent en compte, autant au niveau de la gestion d'un client. Donc, quand le client y arrive et dit, ben, moi, je veux avoir une version de Facebook, ben, il faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce que lui, ça veut dire pour lui, Facebook, là, OK? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est de juste poster des affaires? Est-ce que c'est d'avoir des albums photos? Est-ce que c'est d'avoir des événements, des calendriers? Donc, qui c'est qui a le droit de faire ça? Dans les groupes, il y a des administrateurs, il y a du monde qui vont modérer. Donc, il y a plein d'éléments qu'il faut penser pour être capable de jeter ça sur papier, pour être capable de bien représenter ces problèmes-là. On va avoir des modèles qui vont être représentés avec des diagrammes UML. Donc, des diagrammes, là, ça va être des boîtes avec des flèches et ainsi de suite. Fait qu'on va regarder une série de différents diagrammes UML. Il y en a une quinzaine, vingtaine de diagrammes UML, mais dans la vie de tous les jours, en tant que dans le monde de l'informatique, il va seulement y en avoir 5-6 qui sont utilisés. Fait que nous, on va juste voir ceux qui sont pertinents, puis que vous allez probablement rencontrer à l'intérieur de votre futur métier. Donc, on se base sur un livre. OK, donc, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, ce livre-là. Les diapos sont bien en masse, mais c'est UML at Classroom qui est le livre. Donc, c'est eux qui ont développé les diapositives initiales avec des droits de réutilisation. Donc, moi, je les ai remis. En fait, je les ai traduits aussi en français pour qu'on puisse les avoir à l'intérieur du cours. Puis, ces diapositives-là vont nous présenter les différents diagrammes qui sont possibles, puis les différentes règles de ces diagrammes-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je fais une boîte, ou si je fais un triangle, ou si je fais un ovale, ou si je fais une ligne pointillée? Donc, le principe des diagrammes, c'est que les symboles, okay, ont de l'importance. Fait qu'on commence. Premier type de diagramme qu'on va regarder, les diagrammes de cas d'utilisation. Donc, c'est basé sur ce livre-là. On va en voir nous autres 5 ici. C'est le premier. Là, c'est le Use Case Diagram qu'on regarde. Fait que voici ce que nous, on va regarder aujourd'hui. Donc, on va premièrement voir c'est quoi le principe du cas d'utilisation, pourquoi c'est utile, dans quel contexte c'est utile. On va aller voir une vue d'ensemble. OK, rapidement, c'est quoi un cas d'utilisation, à quoi ça peut ressembler quand c'est complété. Puis après ça, on va aller dans chacun des sous-éléments possibles du cas d'utilisation. Donc, on voit ici qu'on parle de relations entre les cas d'utilisation et les acteurs, des relations entre d'autres cas d'utilisation, des relations entre des acteurs. Puis, on va après ça voir des descriptions de cas d'utilisation, qui est un sous-élément possible quand on travaille avec les cas d'utilisation. On va terminer avec les meilleures pratiques courantes, okay? Parce qu'on va voir que la norme elle-même est un petit peu plus rigide, puis les pratiques courantes sont un petit peu plus modernes pour se faciliter la vie. On va voir les genres d'erreurs typiques qu'il ne faut pas faire quand on pense au cas d'utilisation. Puis on termine avec une espèce de synopsis, un annexe des différents éléments à l'intérieur des cas d'utilisation. Fait que le principe des cas d'utilisation, c'est habituellement le premier diagramme UML que tu vas rencontrer quand tu essaies de construire un problème, quand tu essaies de travailler sur un problème avec une équipe. Donc, le principe du diagramme, c'est que ça va exprimer
un système que tu veux construire. Donc, quand on parle d'un système, là, on parle en fait de n'importe quoi que en gros, c'est la job à faire. Donc, dans ce cas-ci, un système, ça serait un programme, ça serait une base de données, ça serait une résolution d'une problématique. Donc, quand on parle d'un système, on parle de l'élément qui est à faire, l'élément qui est partie prenante dans notre problématique courante. Donc, le but du diagramme d'utilisation, c'est de représenter ce système-là et de représenter aussi ce qu'on appelle les acteurs, donc le monde qui vont être capables d'avoir accès, le monde qui vont être capables d'interagir avec ce système-là. Et c'est quoi les actions, c'est quoi puis là c'est là que devient le mot, les cas d'utilisation. Donc, je veux créer un nouveau système d'enregistrement à l'école. Ben, c'est qui va avoir le droit de travailler avec ça? Il va y avoir les étudiants qui vont pouvoir consulter leur dossier, il va y avoir les professeurs qui vont pouvoir ajouter des notes, il va y avoir les administrateurs qui vont pouvoir ouvrir des classes. Donc, le diagramme de code d'utilisation veut représenter ces genres de dynamiques-là. Donc, si on se demande, c'est ça la fin de la première diapo, là, quand on parle d'un diagramme de code d'utilisation, une fois qu'on a terminé le diagramme de code d'utilisation, on devrait être capable de répondre à 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on décrit? Donc, le système à l'étude. C'est qui interagit avec ce système-là? On va appeler ça les acteurs. Et que peuvent faire les acteurs à l'intérieur du système? C'est ça qu'on va appeler les cas d'utilisation. Donc, si on regarde à quoi ça ressemble dans son ensemble. Donc là, on a un cas d'utilisation, un diagramme de cas d'utilisation. En passant en anglais, là, vous allez voir que c'est un use case diagram. Donc, quand vous voyez un use case diagram, nous autres, c'est un diagramme de cas d'utilisation. Qu'est-ce que c'est dans l'ensemble? Donc, ça, c'est la partie de dessin. Là. Donc, le carré, les flèches, les lignes, en fait, c'est pas des flèches, le petit bonhomme avec un mot en dessous. Là. Donc, tout ça, c'est régi par rapport à qu'est-ce qu'on veut représenter. Donc, notre système, qu'est-ce qui est décrit? Ça va être en fait, qu'est-ce qui va être dans une boîte. Donc, on va avoir une boîte, puis on va nommer la boîte. Puis, ça ici, ça va être le système. Donc, qu'est-ce qui fait partie de qu'est-ce qu'on veut régler, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut gérer là, dans notre solution, dans notre résolution de problématiques, dans notre programme, dans notre base de données. Donc, à l'intérieur de cette boîte-là, on va avoir ce qu'on appelle des cas d'utilisation. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les acteurs? Puis après ça, à l'extérieur du système, donc les personnes qui vont interagir avec le système, c'est ce qu'on appelle les acteurs. Donc, si on regarde ici, l'exemple qu'on a en ce moment, c'est ce que je parlais il y a quelques instants. On va avoir un système d'administration d'une école. Puis, en tant que professeur, je vais être capable de regarder les données de mes étudiants. Je vais être capable de certifier un diplôme. Et je vais être capable d'annoncer un examen qui s'en vient. C'est les genres de choses que je serais être capable de faire. Donc ici, c'est pas exhaustif à ce que nous on pourrait penser. C'est un exemple rétréci pour être capable de bien voir les différents éléments puis être capable de les identifier. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, c'est habituellement quelque chose que tu travailles avec le client. Donc, avec le client, tu vas établir, donc, soit que tu t'assieds avec lui, soit que lui te fournit une description de qu'est-ce qu'il veut. Puis après ça, une fois que le diagramme de cas d'utilisation est complété, tu es capable de t'entendre sur OK, ben non, en fin de compte, je pensais que telle personne serait capable de faire ça. Ou je pensais que tel autre cas d'utilisation devrait être géré. Ou non, en fin de compte, ben, cette affaire-là, ça a sûrement rapport aussi avec tel autre acteur, telle autre personne qui va être interpellée par ça. Donc, on va avoir des discussions autour de ces modèles-là. Ce qu'il faut comprendre aussi quand on parle de modèle
okay, à ce niveau-ci, au niveau des diagrammes de cas d'utilisation, c'est que les modèles, c'est pas fait dur. Okay? Donc, c'est pas fait pour être une spécification qui ne doit pas être dérogée. C'est fait pour exprimer quelque chose. C'est fait pour communiquer avec quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que pour le même problème, si tu demandes à deux personnes peuvent te donner deux diagrammes de cas d'utilisation qui sont différents, mais qui sont tout aussi bons l'un que l'autre. Okay? Il n'y a pas de manière officielle d'avoir toutes les représentations possibles. Okay? C'est un apport subjectif qu'il y a quand on fait des diagrammes de cas d'utilisation. Fait que ça, c'est le principe fondamental de qu'est-ce que c'est le cas d'utilisation. Là, ce qu'on va aller voir, c'est à l'intérieur de ce cas d'utilisation-là, c'est quoi les différents éléments, puis c'est quoi les possibilités qu'on peut avoir avec ces éléments-là. Okay? Donc, le premier élément, qui est le plus simple, qui a le moins d'options, en fait, c'est le système lui-même. Donc, notre grosse boîte là, avec le nom de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça ici, il n'y a pas d'option. C'est toujours juste un carré qui va contenir les différents cas d'utilisation. On va avoir à l'extérieur de notre système les différents acteurs. Fait que le système, c'est juste le carré avec le nom. Après ça, on va aller voir derrière toutes les autres options possibles. Fait que la première chose qu'on va aller regarder, c'est les cas d'utilisation eux-mêmes. Donc, les actions qui peuvent être attendues du système. Donc, le principe du cas d'utilisation, c'est que c'est un ovale, okay, c'est une ellipse. Puis, à l'intérieur du cas d'utilisation, j'ai un verbe, un texte, une action qui décrit qu'est-ce que quelqu'un ou quelque chose devrait être capable de faire. Donc, habituellement, ben, pas habituellement, là, les cas d'utilisation doivent avoir un lien, okay, peut-être indirect, là, mais doivent avoir un lien avec un ou plusieurs acteurs. Donc, si tu as un cas d'utilisation tout seul qui fait rien, là, c'est pas supposé être un cas d'utilisation. Ça n'a pas rapport avec ce qu'on est en train de faire. C'est habituellement dérivé des souhaits ou des besoins du client. Hein? Donc, c'est le client qui demande quelque chose. Donc, pour être capable d'implémenter ça, il faut que les professeurs soient capables de faire telle chose. Puis, c'est une documentation des fonctionnalités offertes par le système. Fait que ça nous décrit qu'est-ce que quelqu'un va être capable de faire à l'intérieur de notre système. Encore une fois, ici, le mot système, là, ça fait partie du vocabulaire UML, là, mais c'est quand on parle d'un système, on parle de qu'est-ce que nous, on veut construire, qu'est-ce que nous, on veut faire, un programme, une base de données, une construction de quelque chose, une résolution de problème. On appelle ça un système. Donc, on a le cas d'utilisation, c'est l'ellipse, c'est pas mal ça. Là, il existe des notions alternatives, donc des notations alternatives. Donc, c'est des manières de représenter la même chose, mais écrite de manière différente. Okay? Parce que l'UML, on a dit que c'est le langage de modélisation unifié, hein, le Unified, le U, Modeling M, Language L. Ben, le principe, c'est que ce langage-là vient de plein d'autres langages qui se sont ramassés ensemble pour devenir le UML. Fait qu'à ce point-là, il y avait comme 4-5 manières de faire les choses. Fait que quand le UML est arrivé, ben, il a dit pas de problème, on va faire en sorte que chacun va être comme standardisé, puis tu peux comme utiliser la version que tu veux. Fait que la version que vous allez plus voir, c'est cela avec l'ovale, avec le texte à l'intérieur, mais on peut avoir des ovales, des ellipses avec le texte en dessous, ça fait la même chose. Puis on peut aussi avoir un rectangle avec l'ovale dans un des coins qui indiquerait que c'est un cas d'utilisation. Encore une fois, avec le texte à l'intérieur.
Donc, c'est pas des choses que moi, je vais vous demander de voir ou que nous, on va voir dans le cours. Habituellement, on va utiliser les formes standards, mais j'aime ça le mentionner. Si vous vous envoyez plus tard, pas vous dire que ben là, c'est pas du UML, c'est quelque chose d'autre. Non, non, c'est dans la norme, c'est juste pas la convention. Parfait. Donc, les codes d'utilisation, c'est des ovales. Ça va être euh, à l'intérieur du système. OK? Donc, la seule chose qui est importante à se souvenir, les codes d'utilisation, en fait, il y en a deux choses. C'est les choses attendues du système. Fait que les codes d'utilisation vont toujours être à l'intérieur de notre système. Et il faut que ça fournisse un avantage à un acteur, au moins un. Donc, on va voir qu'il va y avoir un lien vers des acteurs. Parlant d'acteur, qu'est-ce que ça implique être un acteur? Donc, les acteurs, c'est les personnes ou les choses qui vont interagir avec le système. Donc, il y a deux versions possibles d'interaction avec le système. Soit que c'est eux qui vont initier un code d'utilisation. Donc, ça serait eux qui initient une action. Donc, je suis le professeur, je veux être capable d'envoyer par Mio un message à tous mes étudiants. Mais il existe aussi d'autres acteurs qui vont recevoir des événements qui vont être pris dans une action de quelqu'un d'autre. Donc, justement, si je prends mon exemple, où c'est que moi, je vais envoyer un courriel à tout le monde, ben, mettons que je suis pas en train, dans le système que je suis en train de construire, c'est pas moi qui gère le courriel, c'est un autre serveur à côté qui est déjà fait, qui est déjà capable d'envoyer les courriels, le serveur, à côté. Puis moi, dans mon système, ben, je vais être capable d'envoyer des courriels. Fait qu'il va falloir que j'envoie quelque chose au serveur de courriel pour être capable de dire, ben, envoie des courriels à tout le monde. Fait que ça se peut qu'on ait des acteurs, OK, qui soient utilisés par le code d'utilisation. Ici aussi, on peut remarquer dans la manière que je parle des acteurs que les acteurs, ici, c'est le principe d'action. OK? Ce n'est pas le principe théâtral d'acteur, ce n'est pas des personnes nécessairement. Ce n'est pas nécessairement une entité vivante, un acteur. Ça peut être un serveur, ça peut être une switch, ça peut être un capteur. Donc, on peut avoir une panoplie d'acteurs. OK? Ça va représenter en fait les rôles qu'on a par rapport au système. OK? Donc, ça veut dire qu'une même entité, une même personne pourrait être plusieurs acteurs différents à l'intérieur du même système. Je donne un exemple. OK? Donc, j'ai mon système de gestion d'étudiants. Moi, à l'université, j'enseigne aussi. Donc, je suis enseignant. Donc, je suis un enseignant dans leur système, mais je suis aussi étudiant. Okay? Donc, je fais des recherches, je fais de la recherche, je fais des études graduées. Donc, j'ai aussi un rôle d'étudiant. Donc, en tant qu'une entité, une personne, je suis en même temps enseignant et étudiant. Donc, dans le diagramme de code d'utilisation, je pourrais comme prendre le rôle que j'ai besoin. Parce qu'en tant qu'étudiant, je vais pouvoir faire les mêmes choses qu'en tant qu'enseignant. Donc, le principe d'acteur, il faut faire attention, ce n'est pas une gestion de l'identité, ce n'est pas une gestion d'une personne ou d'une entité physique, c'est la représentation d'un rôle. OK? Donc, un utilisateur, une entité peut avoir plusieurs rôles, donc peut représenter plusieurs acteurs en même temps. Une autre chose importante, les acteurs ne font jamais partie du système. Donc, les acteurs, c'est des choses qui sont en dehors de ton contrôle, en dehors du contrôle de qu'est-ce que tu es en train de construire, en dehors du contrôle de qu'est-ce que tu es en train de modéliser. Donc, les acteurs doivent toujours être à l'extérieur du système. OK? Donc, si on regarde ici, on a notre boîte, on a les codes d'utilisation qui sont toujours à l'intérieur de la boîte, puis on a les acteurs qui sont toujours à l'extérieur de la boîte.
Donc, ici, là, quand je disais, on a les codes d'utilisation qui sont à l'intérieur, puis l'acteur qui est à l'extérieur de la boîte. OK? On a différentes notations aussi pour les acteurs. Donc, habituellement, la convention fait que c'est un petit bonhomme. Mais il ne faut pas s'y méprendre, OK? C'est pas parce que c'est un petit bonhomme que c'est nécessairement une personne. Donc, faut faire attention à ça. On a aussi une boîte avec le mot-clé acteur qui peut spécifier un acteur. Puis on en a un dernier où c'est que des fois, pour mieux représenter que c'est pas une personne ou c'est pas un utilisateur vivant, on va utiliser des symboles plus appropriés, comme ici on a une tour d'un serveur pour représenter un acteur qui est inanimé, qui serait dans ce cas-ci un serveur de courriel. Alright? Donc, on a le principe d'acteur. On va avoir ici, avec ça, on va avoir le principe que les acteurs et leur code d'utilisation vont devoir interagir ensemble. OK? Donc, on va être capable de représenter ça avec les différentes flèches. Donc, pour l'instant, c'est juste des lignes. Donc, ça va représenter ce qu'on appelle une relation avec notre code d'utilisation. Ultimement, les différentes données qui vont devoir être dans le système, plus dans qu'est-ce qu'on va faire dans la conception de bases de données, là, ben, ça va être dans des diagrammes plus loin. Donc, habituellement, ça va être dans des diagrammes d'objets ou des diagrammes de classes qui vont spécifier c'est quoi exactement les données qu'il faut sauvegarder. Pour l'instant, dans les codes d'utilisation, on est au-dessus de ça. Là. On est en train de parler au client. Le client, il n'a pas de connaissances informatiques. Il n'est pas supposé savoir comment ça fonctionne derrière. Il faut juste savoir c'est qui les acteurs et les codes d'utilisation qui viennent avec. On est capable d'avoir donc des liens, des relations qu'on appelle, entre les acteurs et les codes d'utilisation. Puis, on est capable d'avoir les noms de ces acteurs-là. Puis, habituellement, ça va se transformer en données dans notre système. On voit aussi qu'on a des nomenclatures pour donner des bornes au nombre d'acteurs régis par le code d'utilisation. Donc, on peut voir ici qu'on a l'assistant qui va faire un examen oral. Puis, on a ensuite des étudiants. Puis, on a ici une borne qui indique que ça va de 1 à 3 étudiants. Donc, on est capable de représenter ce genre de limitation-là au niveau du code d'utilisation. On va aller voir les différentes versions de ces nomenclatures-là, beaucoup plus en détail dans les diagrammes de classe. On a différentes versions des acteurs. Donc, quand on dit acteur, ça englobe toutes, mais on a spécifié qu'il y avait comme différentes versions, différentes possibilités par rapport à ces acteurs-là. Donc, on va des fois représenter l'acteur d'une manière plus spécifique, ou dans la description, on va indiquer plus d'informations. Puis, c'est comme 3 paires d'informations, puis c'est un ou l'autre habituellement. Donc, le principe, c'est que l'acteur peut être un humain ou un non-humain. Habituellement, c'est une représentation de est-ce que c'est un utilisateur vivant ou est-ce que c'est un utilisateur informatique, intelligent, externe de données. Donc, on dit que c'est humain ou non-humain. Donc, ça, c'est notre première paire de possibilités. La deuxième paire de possibilités, ça va être est-ce qu'il est primaire ou secondaire. Fait que le principe de primaire, c'est que l'acteur, c'est la personne
qui reçoit ce qu'on dit l'avantage principal de l'exécution. Donc, c'est qui reçoit le plus d'apports, le plus de changements, le plus de conséquences par rapport au cas d'utilisation. Donc, si on regarde ici dans l'exemple, on a un professeur qui doit envoyer un courriel à tous ses étudiants. Pour le professeur, c'est très important d'envoyer le courriel. Mais les courriels, après ça, sont envoyés à un serveur externe. C'est pour ça que ça sort de notre système. Puis ces courriels-là sont envoyés. Lui, le serveur courriel, d'envoyer le courriel, c'est pas important. Il fait ça 10 000 fois par seconde, OK? C'est pas une partie importante de sa journée. Le professeur, lui, d'envoyer le courriel à ses étudiants, c'est une partie importante. Donc, c'est lui qui est considéré comme étant l'acteur primaire. Puis, on a l'acteur secondaire qui serait le serveur. OK? Donc, on a le principe de primaire-secondaire. On a ensuite le principe de actif et passif. Donc, le actif et passif, ça va dépendre de qui a activé l'élément. Donc, qui a activé le cas d'utilisation. Donc, une personne qui est active prend ce qu'on dit une part active au cas d'utilisation. Fait qu'habituellement, l'information va passer de l'acteur au cas d'utilisation. Donc, c'est l'acteur qui exécute le cas d'utilisation ou qui va chercher le cas d'utilisation par lui-même. Les acteurs passifs, ben, habituellement, ça va être ceux qui vont être interpellés par une exécution du cas d'utilisation. Donc, quelqu'un ou quelque chose qui va recevoir quand il est activé. Donc, c'est pas cet acteur-là qui a activé le cas d'utilisation, mais quand le cas d'utilisation est activé, ben, il y a quelque chose qui sort, puis cet acteur-là était un acteur passif par rapport à notre cas d'utilisation. Donc Monsieur, ici, on a... Oui, question s'il vous plaît. certainement. Pourquoi le professeur dans la deuxième position, le deuxième exemple, il est humain secondaire actif? Pourquoi il n'est pas passif? Parce que c'est lui qu'on va devoir avoir besoin en cas d'exécution de l'examen. Si on va commencer à travailler, on va avoir besoin de lui. Mhm. Pour exécuter, mais pas tout le temps, mais si jamais question quelque chose. Excellente Pourquoi question. ici actif et non pas passif? Donc ici, la question, c'est pourquoi est-ce que lui n'est pas passif? Donc si on dit à une université, on fait un examen, OK? Donc les acteurs, on va voir les étudiants, on va voir le professeur. Les étudiants, premièrement, si on les passe toutes, les deux sont humains. Ça, si j'ai besoin d'expliquer ça, OK, vous irez me voir après, là, il y a des choses qu'il va falloir se jaser. Après ça, on a le primaire secondaire. Donc, évidemment, les étudiants, OK, c'est plus eux qui vont avoir un impact par rapport à l'examen. Hein. Donc, on peut facilement voir que c'est l'étudiant qui va être primaire, le professeur qui va être secondaire. Mais les deux sont actifs. Puis pourquoi est-ce que les deux sont actifs? C'est parce que les deux, c'est eux qui exécutent le cas d'utilisation. Donc, c'est les étudiants qui viennent à l'examen, puis c'est le professeur qui vient à l'examen. Okay? Les deux ensemble vont faire en sorte que l'examen arrive. Si Ça fait le pas la professeur serait passif, ben attends, je vais juste finir. Si le professeur était passif, c'est que si les étudiants faisaient l'examen, le professeur aurait été interpellé, aurait eu un message à la fin ou pendant de l'examen. Est-ce qu'on voit ici la distinction? Oui, Excellent. merci. Super. J'ai une autre question de Karima. Non, moi, j'arrive pas à comprendre la différence entre actif et passif. Mhm. Donc, le principe de actif, c'est quelqu'un qui va activer le cas d'utilisation, qui va être là pour faire en sorte que ça l'arrive. Quelqu'un qui est passif, lui, va attendre, puis quand le cas d'utilisation va arriver,
le code d'utilisation va faire en sorte qu'il y a un événement où il y a quelque chose qui va venir lui dire « Hey, là, c'est le temps que toi, tu fasses quelque chose. » Ou toi, tu as une information importante qui vient d'apparaître pour toi. Hein? Ok, merci. Donc, si, admettons, on se donne d'autres exemples, admettons qu'on aurait l'obtention d'un diplôme. OK? Fait que l'administration décide qu'un étudiant a le droit d'avoir un diplôme. Ben, l'étudiant là-dedans, là, bon, il est humain, OK? Il est primaire, parce que l'obtention d'un diplôme, c'est la chose qui est pas mal plus importante pour lui que l'administration, mais il serait passif. Le principe, c'est que la complétion de ses cours, OK, l'étudiant ne décide pas qu'il va recevoir son diplôme. C'est l'administration qui décide, tu as ton diplôme, puis le diplôme, il s'en va à l'étudiant, puis l'étudiant, il fait juste le recevoir. Donc, quand tu es passif, c'est que tu es interpellé dans le code d'utilisation, mais c'est pas toi qui l'active. Tu n'es pas conscient que c'est parti, tu es informé que c'est arrivé. Mais c'est l'étudiant qui a fait tout le travail. Oui, ben c'est l'étudiant qui a fait les examens, c'est l'étudiant qui a fait, qui s'est inscrit à ses cours, c'est l'étudiant qui a, mais la dernière étape, le dernier code d'utilisation qui serait d'émettre le diplôme, l'étudiant n'a pas d'action à faire pour ça. Ouais. Hein, on voit que c'est ça, les diagrammes, là, c'est toutes des petites subtilités comme ça. Là. Ah. Donc, on a ça pour les acteurs. Ici, après ça, on va commencer à parler des relations. Mais avant ça, je pense que je vais buster pas mal. Je commence à aller là-dessus. Fait que j'aime ça prendre une petite pause autour des heures. Donc, c'est un bon moment pour faire ça. Donc, on va se prendre une première petite pause d'une dizaine de minutes. Donc, on va revenir à 17h55 pour reprendre nos diagrammes de code d'utilisation et regarder les relations disponibles dans les codes d'utilisation. Fait que je l'écris dans le chat. On se revoit dans 10 minutes. Merci. Donc, on est en train de jaser des diagrammes de code d'utilisation. On venait de voir le principe des acteurs et on avait vu les principes des codes d'utilisation. Maintenant, pour relier les deux ensemble, on va avoir ce qu'on appelle des relations. Donc, les relations, ça va être ce qui va connecter nos acteurs à nos codes d'utilisation. Donc, chaque acteur et chaque acteur doit avoir au moins une association, donc une ligne tout seul. C'est le type de relation, donc c'est une association avec au moins un code d'utilisation. Parce que si on a un rôle tout seul qui n'a aucune ligne, ben ça veut dire qu'il n'est pas supervisé, il n'est pas interpellé par notre système, il devrait juste pas être là. On a le principe que les associations aussi sont toujours binaires. Hein? Binaire, c'est à une base de 2. Là. Donc, l'association a seulement 2 extrémités. Un acteur, un cas d'utilisation. Pas plus, pas moins. Par contre, on peut avoir ce qu'on appelle les multiplicités. Donc, c'est qu'est-ce qu'on avait vu tantôt. Là. On est capable d'avoir combien d'acteurs vont être interpellés par le cas d'utilisation. Donc, les multiplicités, comment c'est indiqué, ça va être, puis là, on va voir d'autres variations plus tard, là, mais la version la plus simple, c'est une borne minimum, 2 points, une borne maximum. Donc, de 1 à 3 étudiants pour un assistant qui va faire la présence durant un examen. Donc, la base des relations, c'est les associations.
OK? Associations sont binaires, on peut avoir de la multiplicité, puis les acteurs doivent obligatoirement au moins avoir une association. Ça, c'est bon. Après ça, on va avoir d'autres relations, OK, qui vont étendre ou inclure des éléments plus grands à l'intérieur de notre système. Donc, c'est là que ça se corse un petit peu. Donc, le premier relation additionnelle qu'on va voir, c'est l'inclusion, le include. Donc, on peut voir ici qu'on utilise, contrairement à l'association qui est seulement une ligne, on va utiliser une flèche pointillée avec la flèche ouverte à la fin. Donc, ici, puis le mot include entre les deux. Donc, l'UML est un diagramme qui a différentes flèches, représentations. C'est important de bien définir c'est quoi qui est important dans cette représentation-là. Là. Donc, j'ai une flèche avec une ligne pointillée. La flèche n'est pas fermée, hein, donc il n'y a pas de petite ligne entre les deux brides de la flèche. Puis, on a le mot include au-dessus ou à côté de la flèche. Donc, le but du include, c'est d'être capable d'avoir des cas d'utilisation qui sont capables d'être une partie distincte, mais qui vont faire partie d'un autre cas d'utilisation. Donc, on va avoir le principe que A inclut B. Donc, on va être capable de dire que A, dans ce cas-ci, ce serait un cas d'utilisation de base. Puis, quand on utilise A, on va inclure le B. OK? Donc, le A inclut le B. Puis, le B, lui, ça va être ce qu'on appelle le cas d'utilisation qui est inclus. Donc, quand je fais A, ça fait B. Mais le principe, pourquoi est-ce que ça existe? C'est parce que B doit aussi être capable d'être exécuté seul, de manière unique. Donc, on a le A qui va faire le B, mais on est aussi capable d'avoir le B directement. Donc, c'est ça qui est important entre les deux. On a ici un exemple où on a encore le même système, là, puis ça va être ce système-là qui va être l'exemple durant pas mal toute la session. On a le principe d'un professeur. Puis le professeur, quand il indique okay, un prochain cours, un lecture, c'est un cours, il va être capable de assigner l'enseignant qui donne ce cours-là. Donc, le principe, c'est que quand il y a un nouveau cours, il faut qu'il ajoute l'enseignant avec, mais il peut aussi juste changer l'enseignant directement. Donc, il est capable de faire ce cas d'utilisation-là tout seul, mais celui-là est inclus quand je fais l'autre élément. Donc, faire attention, le sens de la flèche, hein, c'est que celui-là inclut, on suit la flèche, celui-là. Donc, ça, c'est notre première relation. On va en avoir une deuxième qui est l'extension. Donc, l'extension, on a le même principe de flèche pointillée avec la flèche ouverte au bout, mais on a ce coup-ci le mot-clé extend à la place de include. Puis ici, on va voir aussi que la flèche va comme dans l'autre sens. Fait qu'on a, encore une fois, un cas d'utilisation de base, okay, dans ce cas-ci A, puis on va avoir une flèche avec le extend. Fait que le principe ici, c'est que le cas d'utilisation étendu okay, peut être intégré dans le comportement d'un autre, mais il n'est pas obligé. Donc, le include, lui, était obligé. Ça incluait hein, le A avec le B. Là, ici, on dit que le B peut étendre le A. OK? Donc, dans ce cas-ci, le principe, c'est que quand on exécute le cas A,
on peut, si on veut, exécuter le KB en même temps. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, le include, lui, c'était obligatoire. Le extend, il est facultatif. Donc, ici aussi, qu'est-ce qui est important? C'est que la flèche va dans l'autre sens. OK? Donc, c'est B qui étend A, qui peut complémenter A. Encore une fois, les deux doivent être aussi disponibles quelque part de manière indépendante. OK? Donc, le A et le B doivent être joignables par un acteur. Des fois, c'est peut-être juste par le extend, là. OK? Puis, ça va être des conditions qui vont dépendre du problème, qui va indiquer est-ce qu'on utilise l'extension ou pas. Donc, si on se donne un petit exemple de l'extension, donc, on a le extend. OK? Donc, quand on a ici cette action-là, on peut exécuter celui-là ici. Mais c'est dans quelles conditions? OK? Ça va être, ben ici, j'annonce un nouveau cours, puis je veux possiblement réserver une salle de classe, mais je peux seulement faire ça si la salle de classe, elle est libre. Puis si j'annonce mon cours, puis que j'ai les dates de mes différents examens, ben, je peux directement annoncer les examens en même temps que j'annonce le cours. OK? Mais, indépendamment de ces extensions-là, le professeur est capable de faire chacun des cas d'utilisation de manière individuelle. Hein? Fait que là, la manière que je peux lire ça, c'est le professeur peut uniquement réserver la salle de cours, le professeur peut uniquement annoncer l'examen, le professeur peut uniquement annoncer un nouveau cours, mais quand il annonce un nouveau cours, il peut en même temps réserver la salle, puis il peut en même temps annoncer l'examen. Donc ça ici, c'est cette représentation-là qui serait capable d'être définie avec ce qu'on vient de décrire. Donc, faire attention, OK, la problématique là, de l'extension, c'est que la flèche est comme du mauvais bord. OK? Ça pointe vers qu'est-ce qui est étendu. Tandis que l'inclusion pointe sur qu'est-ce qui est inclus. OK? Donc, c'est ça qu'il faut se rappeler de ce côté-là. Ensuite, on va avoir un élément qui va revenir extrêmement souvent d'un point de vue informatique. Là. Fait qu'on va passer un petit peu de temps dessus pour bien le comprendre, qui va être le principe de la généralisation. Donc, la généralisation, ou ce qu'on appelle aussi l'héritage, c'est le principe d'avoir un élément général, puis d'avoir un élément spécifique qui va inclure tous les éléments de la partie générale. Donc, la généralisation, okay, ou la spécialisation, donc c'est comme les deux revers de la médaille. Là. La généralisation, c'est tu t'en vas de plus en plus général, puis la spécialisation, c'est tu t'en vas de plus en plus spécifique. Hein? Donc, tu sais, je pourrais dire que la version générale d'un élément, c'est des animaux. Hein? Puis, un animal spécifique, ce serait un chat, un chien, okay, un oiseau. Puis là, ben, dans les chiens, okay, il y a encore plus spécifique les bergers allemands, les rottweilers, les bulldogs. Donc, on peut avoir ici un arbre de généralisation. Puis le principe, c'est l'animal, okay, tout ce qui existe dans l'animal, ça fait aussi partie des chiens. Puis tout ce qui fait partie des chiens fait partie du berger allemand. Donc, on est capable de ce qu'on appelle hériter de différents éléments, okay, pour être capable de faciliter la modélisation, faciliter la construction de programmes, de modèles, de plein de choses. Donc, la généralisation, c'est quelque chose qui va revenir très, très, très souvent. On va le revoir une couple de fois.
par rapport à différentes précisions. Là, on va le voir dans les cas d'utilisation. J'ai une question de Rémi. Oui, ici, je vois que le professeur pointe vers le cas général, Mhm. donc pas vers le cas particulier annoncé à la lecture, mais supposons que le cas général inclut plusieurs cas particuliers, puis parmi ces cas-là, le professeur peut en exécuter certains. Est-ce qu'on peut représenter ceci? Je vois qu'il ne pointe pas vers les cas particuliers. Mhm. Ben, on va rejaser dans un instant. Le principe, c'est que s'il pointe sur le cas général, il serait capable de faire toutes les spécialisations. Sinon, il va pointer sur toutes les spécialisations de manière individuelle, ce qu'il peut. OK, c'est bon, merci. Mais on va revenir à justement toutes ces variations-là, là, puisqu'on va voir qu'il y en a une couple. Donc, le principe fondamental, c'est qu'on va avoir le cas général. Donc, c'est quoi la syntaxe de la chose? On a le cas général. Donc, celui-là qui reçoit la flèche, c'est le cas général. La flèche, elle est avec une ligne pleine et la flèche est fermée. OK? Donc, le contenu soit gris, là, ça n'a pas rapport. C'est pas important, ça ne fait pas partie de la spécification, mais ligne pleine, flèche fermée. Puis après ça, l'autre bout n'a pas de flèche. Et lui, c'est la spécialisation. C'est le cas plus spécifique. Donc, le principe, c'est qu'on a un cas d'utilisation A qui est la généralisation d'un cas B. Puis, ce qu'on peut dire, c'est que le B va hériter de tout ce que A est capable de faire. Donc, B est capable de faire tout ce que A fait, mais il est capable d'en faire possiblement encore plus. Donc, c'est ça le principe de la spécialisation, c'est d'être capable de dire, je suis capable de tout faire ça, mais moi, j'ai des spécialités qui font en sorte que je peux en faire encore plus. On va voir aussi que ça peut remplacer certains éléments du cas général. On verra ça plus dans les diagrammes de classe. Fait que quand on fait ça dans un diagramme de cas d'utilisation, ben, la version spécialisée va hériter de toutes les relations de la version générale. OK? Donc, aussi, ça va être toute la fonctionnalité de A qui va être héritée. OK? Mais il peut avoir des versions qui changent par rapport à sa spécialisation. Donc, si je regarde l'exemple ici, on a le professeur qui est capable d'exécuter le cas général, puis puisque lui hérite de toutes les relations, ben ça veut dire que le professeur peut faire le announce lecture automatiquement. Ça fait partie des règles de la généralisation. On voit aussi en même temps que lui, c'est un extend. Hein? Donc, on est capable de voir que quand on fait le announce lecture, on peut aussi faire un announce exam en même temps. C'est ce qu'on a vu tantôt. On a un dernier élément qui est important de mentionner, qui va aussi revenir souvent. On va avoir le principe d'abstraction, OK? Ou d'élément abstrait. Donc, un élément abstrait, ça représente un amalgame d'éléments communs, okay, d'éléments généraux, mais qui n'est pas assez spécifique pour représenter un cas réel. OK? Donc, ici, le principe, c'est que je ne veux pas être capable de dire je fais une annonce d'un événement quelconque. Ça ne marche pas, là. Je ne peux pas dire voici nouvel événement. Il faut que je sois capable de dire voici nouveau cours, voici nouvelle inscription, voici nouveau message, voici nouveau examen, mais ce n'est la version de juste annoncer un événement. On ne veut pas que ce soit un cas d'utilisation qui est exécutable, qu'on soit capable de faire dans notre système. Fait que dans ces cas-là, on peut indiquer que le cas d'utilisation peut être abstract, donc peut être abstrait. Puis ça veut dire qu'il ne peut pas être exécuté directement. Okay? C'est juste une représentation d'éléments communs qui vont pouvoir être hérités, mais lui tout seul, il ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire que quand on a quelque chose d'abstract,
il faut absolument que ce soit spécialisé pour être capable d'avoir quelque chose de tangible. On n'a pas le choix. Okay, donc, le abstract me permet d'avoir une version qui regroupe des éléments généralisés, mais qui ne peut pas être exécutée de manière directe. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Donc, la généralisation, ça fonctionne aussi avec les acteurs. Donc, on est capable de faire de la généralisation ou de la spécialisation ou de l'héritage. Okay, ces trois affaires-là représentent les mêmes choses, là, le même comportement. Donc, on a la même flèche, donc une flèche pleine avec le bout fermé, qui représente que le X est la version générale et le Y est la version spécialisée. Donc, le Y va être capable de faire tout ce que X est capable de faire, puis il va être capable d'en faire encore plus. Donc, si on regarde ici notre exemple, on a ici d'autres nomenclatures. Là, okay? Donc, on appelle ça le super acteur, la version qui est généralisée. Okay? On pourrait dire aussi l'acteur généralisé. Ou une autre étiquette possible, c'est l'acteur parent qui peut être utilisé comme vocabulaire. Donc, le super acteur, l'acteur parent, l'acteur général, c'est la même représentation, ça veut dire la même chose. Puis après ça, on a la version spécifique qu'on appelle le sous-acteur, l'acteur spécialisé, l'acteur spécifique ou sinon l'acteur enfant. Okay, donc, de la classe parent, l'acteur parent, l'acteur enfant. Okay, c'est tous des synonymes. C'est aussi utilisé les uns que les autres. Fait que le principe ici, c'est quand le A reçoit tout ce que B est capable de faire, quand on dit reçoit, le vrai nom, c'est qu'il hérite. Okay, il y a de l'héritage. Donc, il hérite de toutes les relations de B. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que A peut communiquer avec X, peut exécuter X avec son association, mais à travers la généralisation, est aussi capable d'exécuter Y. Donc, l'acteur A est capable d'exécuter Y. On est capable d'avoir de l'héritage multiple, donc d'hériter de plusieurs acteurs, c'est possible. Puis, on est capable aussi d'avoir des acteurs qui sont abstraits. Okay? Donc, la même représentation qu'on avait tantôt là, avec le principe d'abstraction, où quand j'ai quelque chose d'abstrait, c'est une représentation commune, mais qui n'a pas de représentation réelle dans notre système, dans notre programme, dans notre représentation réelle des choses. Donc, il faut faire attention, par contre, parce que faut faire attention à comment on représente les choses. Okay? Parce que j'ai deux diagrammes ici. Là. Donc, j'ai un diagramme où c'est que j'ai un associé de recherche quelconque qui peut faire des requêtes sur les éléments étudiés. Puis, à gauche, puis cet assistant de recherche-là, ça peut être soit un professeur, soit un assistant de recherche. Puis là, la question, c'est de dire, OK, si je le fais sans l'abstraction, si je fais que c'est le professeur et l'assistant qui ont une association directe, est-ce que ça représente la même chose? Puis la réponse ici, c'est non, ça ne représente pas la même chose. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de la généralisation des relations abstraites, parce que quand on représente un cas d'utilisation, quand le cas d'utilisation est activé, toutes les associations doivent être utilisées. Fait que ce que ça implique, ce diagramme-là à gauche, c'est que si on veut activer ce cas d'utilisation-là, qui est de regarder les données d'un étudiant quelconque, il faut que le professeur soit impliqué
puis il faut que l'assistant, mettons, de laboratoire, le chargé de laboratoire, le chargé de travail pratique, soit aussi impliqué. Mais c'est pas ça qu'on voudrait habituellement, là. Moi, je voudrais que les assistants et le professeur soient capables de regarder de manière individuelle à un ou l'autre serait capable de regarder les données étudiantes. Bien, pour cette représentation-là, s'il y a juste une personne d'interpeller, s'il y a juste un acteur d'interpeller avec ce cas d'utilisation-là, bien, il faut que ça soit avec juste une association. Fait que si c'est juste une association, mais que derrière, il y a deux acteurs possibles, il faut que tu ailles un acteur comme intermédiaire qui va être la généralisation de tes deux acteurs spécifiques. OK? Donc, c'est vraiment là qu'on voit le pouvoir de la généralisation par rapport au cas d'utilisation. Si on n'avait pas la généralisation, on ne serait pas capable de bien modéliser notre élément. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Donc, avec ça, ça fait le tour des règles du diagramme lui-même. OK? Donc, avec ça, on est capable de regarder les cas d'utilisation puis d'être capable de définir qui a le droit de faire quoi à quel moment. Une deuxième partie du travail des cas d'utilisation, ça va être de spécifier c'est quoi exactement qui se passe dans un cas d'utilisation. Donc, une autre chose qu'il faut être capable de faire, ça va être de décrire les cas d'utilisation. Donc, le principe, c'est que pour chaque cas d'utilisation, pour chaque petite boîte que tu crées, on devrait être capable d'avoir une description d'un cas d'utilisation, OK, qui va avoir en gros, c'est un fichier texte, là, OK, donc un document Word, là, où c'est qu'on a plusieurs balises d'informations, puis il faut remplir ces balises d'informations-là pour être capable de bien décrire qu'est-ce que implique le cas d'utilisation. Parce que le but du diagramme de cas d'utilisation, c'est que ce soit visible, OK, rapidement. Je ne veux pas avoir des cas d'utilisation avec 20 pages de texte dans mon petit ovale, dans ma petite ellipse. Donc, on a juste le titre, puis après ça, quand j'ai besoin de plus aller dans les détails de qu'est-ce que ça implique, je vais avoir les descriptions de cas d'utilisation pour être capable de représenter ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces descriptions de cas d'utilisation-là? Ben, il va y avoir le nom du cas d'utilisation, donc ça devrait être le même nom qui est sur ton diagramme. On va avoir une brève description de c'est quoi qui se passe à l'intérieur. Donc, une ou deux phrases, rien de trop exhaustif. On va avoir des conditions préalables à l'exécution réussie. Donc, si on a besoin de contacter quelqu'un, il faut que l'étudiant soit inscrit. Si on veut émettre un diplôme, il faut que l'étudiant ait réussi à cette cours. Donc, toutes les conditions préalables, on peut les spécifier à l'intérieur de ça. On peut indiquer des post-conditions. Donc, ici, quand on parle de conditions, on parle en fait de conséquences. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'état du système quand j'ai fini de faire ce cas d'utilisation-là? Donc, en fait, c'est quoi le but ultime? C'est quoi le résultat tangible de la réussite de ce cas d'utilisation-là? On va avoir des éléments pour gérer les problèmes. Donc, on va pouvoir spécifier les situations d'erreur possibles. Donc, qu'est-ce qui arrive si en plein milieu de notre cas d'utilisation, il y a un prérequis qui n'est pas rempli, des choses comme ça? C'est quoi l'état du système après cette problématique-là? Donc, tu sais, j'essaie d'émettre un certificat, j'essaie d'émettre un diplôme. L'imprimante, elle ne marche pas. OK? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il faut remettre l'étudiant pas encore diplômé? Est-ce qu'il faut renvoyer un courriel? C'est quoi l'état du système quand on a une situation d'erreur? On a ensuite la liste
des acteurs qui vont communiquer avec cette code d'utilisation. Donc, en gros, avec qui il y a une association. On va avoir les déclencheurs. Donc, est-ce que c'est des événements qui lancent le code d'utilisation? Est-ce que c'est des acteurs qui démarrent le code d'utilisation? C'est quoi l'activité qui va générer, qui va déclencher ce code d'utilisation-là? Puis après ça, on va avoir le processus. Donc, le processus, c'est là qu'on va bien identifier chacune des étapes à l'intérieur de notre système pour être capable d'exécuter le code d'utilisation. OK? Donc, dans l'émission d'un certificat, il faut que la secrétaire aille chercher le nom de l'étudiant, le nom du programme, remplisse un nouveau formulaire qui va être comme le PDF à imprimer, envoie ça à l'imprimerie imprime le PDF, il envoie ça à la vérification, c'est envoyé ensuite au directeur qui signe, puis après ça, c'est renvoyé au secrétariat pour qu'il envoie ça par la malle. OK, donc c'est quoi le processus, OK, de chacune des étapes qui avance une par une pour répondre à ce code d'utilisation-là. On va aussi possiblement avoir des processus alternatifs. Donc, s'il y a des mini-problématiques ou s'il y a des versions alternatives de faire le même résultat, on peut aussi les spécifier à l'intérieur de la description du cas d'utilisation. Fait que si on a un exemple ici, où c'est qu'on a la réservation d'une salle de classe, fait que le principe, c'est que quelqu'un veut réserver une salle de classe, OK? Fait que il faut que ce soit un employé qui est autorisé à réserver les salles de classe. À la fin de ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben, la salle de classe va être réservée. Les erreurs possibles, c'est qu'il n'y ait aucune salle de classe de disponible. Puis, qu'est-ce qui arrive quand c'est le cas? Ben, l'employé va devoir savoir qu'il n'y a pas réservé de classe. C'est qui peut le faire? C'est les employés. Quand est-ce? C'est quand on en a besoin d'avoir une salle de lecture. Donc, on peut, des fois, ça peut sembler redondant, là, okay? Mais le principe, c'est d'être exhaustif le plus possible pour ne pas avoir de surprise quand on est en train d'établir le programme, quand on est en train de décrire le programme, quand on est en train de parler à notre client. C'est vraiment un peu redondant parfois, mais ça nous sauve des heures, des semaines, des mois de travail down the road. Puis après ça, on a le processus standard. Donc, on s'en va dans le système, on sélectionne lequel qu'on veut, lequel salle, on sélectionne la date, ça confirme, puis ça confirme la réservation à l'employé. Sinon, ben, puis là, on peut voir ici où c'est que ça bifurque. Donc, si j'ai sélectionné une salle qui était déjà prise, ben, le système pourrait proposer une salle alternative. Puis après ça, ben, on peut soit choisir ou soit canceller qui arrêterait le code d'utilisation. Fait que les descriptions de code d'utilisation, c'est toujours par rapport à notre contexte. Hein? Donc, il faut avoir soit un client, soit une problématique pour être capable de remplir ça correctement. On arrive vers la fin. On va avoir certaines pratiques courantes qu'on va regarder. Puis après ça, on va regarder des éléments qui ne devraient pas être des cas d'utilisation. Premièrement, pour les meilleures pratiques. Donc, dans la norme UML, c'est indiqué qu'on est supposé avoir chacune des associations à chacun des différents éléments qui vont être activables, exécutables par l'acteur. Mais quand on commence, là, on voit des petits diagrammes avec 2-3 cas d'utilisation, 1 ou 2 acteurs, mais un vrai système a habituellement une bonne dizaine d'acteurs puis une bonne vingtaine de cas d'utilisation. Fait que ça fait pas mal de lignes. Puis on aime souvent limiter l'apport visuel pour que ce soit plus clair. Fait que il y a certaines pratiques courantes qui nous permettent de simplifier sans enlever de l'information. Fait que, en gros, on va pouvoir omettre des lignes où c'est que c'est implicite que ces lignes-là, ces associations-là devraient être là. Donc, le premier, ça va être quand j'ai le include. Le principe, c'est qu'on est supposé
à être explicite dans ben, l'acteur A est capable de faire X et est capable de faire Y, ben, dans les bonnes pratiques courantes, on nommait la deuxième association. Le fait que c'est inclus, c'est implicite que l'acteur A est aussi capable d'activer Y de manière individuelle. Donc, pas besoin de mettre cette deuxième association-là. Même principe pour le extend. Donc, le extend, habituellement, on devrait avoir les deux, mais dans ce cas-ci, on n'est pas obligé. Si on a juste la flèche vers le extend, c'est implicite que l'acteur A est aussi capable de exécuter le Y dans ce cas-ci. Donc, on va revenir à ça un petit peu plus tard, mais un des principes aussi, ça va être d'être capable d'élaborer les différents cas d'utilisation. Donc, on va vouloir être capable, à partir d'un texte, à partir d'une description, c'est des choses qu'on va faire un petit peu plus tard, d'élaborer les cas d'utilisation. Fait qu'on va devoir être capable d'identifier les acteurs de notre description, de notre problématique. Fait qu'on va pouvoir toujours se demander, c'est qui utilise les cas d'utilisation. Donc, tu peux commencer avec les cas d'utilisation, puis tu te dis, c'est qui va avoir ces liens-là. Hein? Qui a besoin de soutien dans son travail par rapport à ce système-là? C'est qui est responsable de l'administration du système? C'est sûrement aussi un acteur. C'est quoi les dispositifs externes ou c'est quoi les autres systèmes externes avec lesquels notre système doit communiquer? Ça va aussi être un acteur, parce qu'un événement, hein, ça peut sortir, ça va être passif. Puis, qui c'est qui est intéressé par les résultats du système? Donc, habituellement aussi, ça va être des acteurs, possiblement passifs, ils reçoivent les résultats, mais c'est aussi des acteurs. Même principe, comment est-ce qu'on fait pour identifier les cas d'utilisation? Ben, on peut se demander c'est quoi les principales tâches que l'acteur doit effectuer. Si on a l'acteur, et en ce moment, il n'y a pas de ligne, c'est comme, OK, ben, qu'est-ce qu'il est supposé de faire avec notre système? Habituellement, ça va représenter des cas d'utilisation. Si on veut être capable d'interagir avec les données du système, donc, est-ce que je suis capable d'interroger? Est-ce que je suis capable de modifier les informations à travers des cas d'utilisation? Est-ce qu'on peut informer notre système de changement de d'autres systèmes? Donc, est-ce que l'autre système devrait être un acteur, puis il y a un cas d'utilisation qui dit nouvelle requête de cours, nouvelle requête gouvernementale? Puis, est-ce qu'un acteur doit être informé d'événements au sein du système? Est-ce qu'on devrait avoir un cas d'utilisation qui est par rapport à ça? On va revenir à ça plus en détail plus tard dans la session, quand on va parler de la conception de diagrammes de cas d'utilisation. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur la compréhension des relations, des associations, de la généralisation pour bien avoir ça ancré avant de commencer à l'utiliser dans des cas plus larges. Fait que ici, il y a quelques erreurs typiques, OK, il faut faire attention, qui ne représentent pas bien les cas d'utilisation. Donc ça va revenir quand on va faire de la conception, mais c'est aussi bien de les comprendre dès maintenant pour bien voir c'est quoi qu'il faut éviter. OK? Donc, ou qu'est-ce qui n'est pas supposé être un cas d'utilisation. Donc, on n'est pas supposé avoir des processus. OK? On n'est pas supposé avoir des séquences d'étapes à l'intérieur de cas d'utilisation. Donc, on veut éviter ce genre d'éléments-là. Où c'est qu'on a un cas d'utilisation, là, ça inclurait un autre qui inclurait un autre. Okay? Habituellement, ces éléments-là n'auraient pas de lien direct partout avec les acteurs. Le principe, c'est que ces trois cas d'utilisation-là, ensemble, pourraient être un seul cas d'utilisation. Okay? Puis, à l'intérieur de ce cas d'utilisation-là, quand on va aller faire la description, c'est là qu'on irait identifier le processus qui établirait c'est quoi les différentes étapes, c'est quoi le workflow qu'on a besoin d'établir pour être capable de faire ce cas d'utilisation-là. Deuxième erreur typique, faire attention, les acteurs ne font jamais partie du système. Donc, il faut toujours qu'ils soient à l'extérieur du système. On a
aussi la même, en fait, qu'est-ce qu'on a présenté comme étant, ben ça, il fallait avoir la généralisation pour être capable de l'utiliser. Il faut faire attention de ne pas l'oublier par mégarde. Donc, quand on a une action, un cas d'utilisation qui est relié à plusieurs personnes, c'est automatiquement que tous ces acteurs-là doivent être interpellés à l'intérieur du cas d'utilisation. Donc, on veut utiliser les généralisations pour être capable d'avoir des versions qui sont avec une seule association, mais qui représentent plusieurs acteurs. Donc, on peut voir ici, là, si on regarde comment la généralisation fonctionne, le professeur, il peut faire le Create Course et, à travers la généralisation, est aussi capable de faire le Issue Information. Puis l'assistant est capable de manager le Student Data et est capable de Issue Information aussi. Autre erreur à éviter. Donc, souvent, même si ce n'est pas des processus directs, on peut simplifier les cas d'utilisation pour être capable d'avoir un seul élément. Donc, ici, faire attention de ne pas dédupliquer des cas d'utilisation qui peuvent être simplifiés à l'intérieur d'un seul. Puis le dernier, quand on a le Issue Certificate, okay, on n'a pas besoin de les envoyer, okay, puis les définir étape par étape. Encore une fois, le principe des cas d'utilisation, ce n'est pas là pour représenter des processus. Donc, on n'a pas besoin de représenter des fonctionnalités, on a besoin de représenter des cas d'utilisation. Donc, c'est très haut niveau, là. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une décomposition super grande, surtout avec des actions, parce que le principe, c'est qu'un cas d'utilisation devrait donner un résultat tangible. Puis de la manière qu'on l'a vu, le principe, c'est qu'on est capable de faire les Issue Certificate avec le lien, mais le lecturer serait aussi capable de faire juste login. Mais le principe de juste login tout seul, il faudrait que ça nous donne quelque chose. Il faudrait que ça nous donne quelque chose de tangible par rapport au système. Puis de juste faire un login, c'est pas quelque chose qui me donne un résultat tangible. Donc, ça ne devrait pas être un cas d'utilisation. Le cas d'utilisation devrait être quelque chose qui a un résultat tangible seulement. Parfait. Fait qu'à la fin, quand vous allez vouloir vous souvenir de choses, on va avoir à l'intérieur le principe d'un peu d'un annexe à la fin, là, qui est un résumé des différentes connaissances qu'on a vues à l'intérieur du cours. Fait que si on parle ici, on a les 3 éléments fondamentaux des cas d'utilisation. On a des diagrammes de cas d'utilisation, pardon. Donc, on a le système, c'est la boîte, ça a un nom, puis c'est le système qu'on représente, le programme, la base de données, la problématique qu'on veut résoudre, c'est le système. À l'intérieur du système, on a les cas d'utilisation qui sont représentés par des ellipses avec le cas d'utilisation marqué à l'intérieur de l'ellipse. Puis à l'extérieur, on a l'acteur, okay, qui est un petit bonhomme, mais qui n'est pas nécessairement un humain. Puis on va avoir après ça des différentes relations. Donc, entre un cas d'utilisation et un acteur, on va avoir des associations. Donc, les associations, c'est binaire, c'est de 1 à 1. Puis, on va aussi avoir la possibilité d'avoir de la généralisation. Donc, avec la flèche, ça se fait autant au niveau des acteurs que les cas d'utilisation. Donc, c'est une ligne pleine avec une flèche fermée. Puis, on va avoir les extensions puis les inclusions des relations entre les cas d'utilisation. Donc, ces deux-là, c'est des lignes pointillées avec des flèches ouvertes et on va avoir le mot à l'intérieur, soit extend ou include. Pour l'extension, le principe, c'est que le B étant le A, ça veut dire que quand je fais le A,
je peux facultativement exécuter B. Puis, quand j'ai le A qui inclut B, ben, ça veut dire que quand j'exécute le A, ça va automatiquement utiliser B. Mais habituellement, ça veut aussi dire que je peux faire B tout seul. Même principe ici, je devrais être capable de faire aussi B toute seule. Fait que ça fait le tour de notre diagramme de cas d'utilisation. Ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est des exercices sur la compréhension, particulièrement de la généralisation, de l'extension, de l'inclusion. Donc, on va regarder les exercices. Donc, on va juste regarder le premier ensemble, voir de quoi ça a de l'air. Puis, après ça, je vous envoie travailler. Donc, sur le site, j'ai déposé un PDF sur les questions de cas d'utilisation. Donc, le principe, c'est que c'est des choix de réponses. Donc, pour chacune des questions, j'ai une question quelconque. Donc, admettons ici, on regarde le premier. Ça demande comment est-ce que je pourrais modéliser le diagramme suivant. Donc, j'ai une réparation peut être effectuée par un maître, un stagiaire ou tout autre employé. Puis là, ici, j'ai une série de diagrammes possibles. Fait qu'il faut être capable de répondre avec la bonne réponse. Là, ici, j'ai déjà mis les réponses à l'intérieur, mais je vous dirais de ne pas les regarder avant de le faire. Là, on va les corriger ensemble aussi la semaine prochaine. Faire attention de regarder des réponses avant d'avoir répondu nous-mêmes à la question. C'est extrêmement facile d'être problématique parce que tu penses que tu as compris, mais tu n'es comme pas certain. Donc, je vous déconseille d'aller regarder la réponse d'avance. La semaine prochaine, on va aller regarder comment construire différents diagrammes. Donc là, on va avoir comme compris comment gérer les diagrammes de cas d'utilisation. Bien, la semaine prochaine, on va aller regarder comment utiliser les deux outils qu'on s'est installés, Plant UML et Visual Paradigm, pour être capable de faire nos propres dessins comme ça, pour être capable de faire des représentations. Donc, c'est ici, ça serait la fin de notre partie magistrale. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général sur qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui ou on est prête pour commencer les séries d'exercices? Ça semble bien? Parfait. Pour l'instant, j'arrête l'enregistrement.